Dans la solitude d'une forêt enneigée, un loup marchait paisiblement. Soudain, il entend les pleurs d'un enfant sur la route. Guidé par un instinct protecteur, il se dirige vers l'endroit. À la fin, un loup et un enfant transforment leur vie à jamais. La pluie battait impitoyablement la route sinueuse qui serpentait à travers la dense forêt de Pins du Val. Les phares de la voiture tranchaient l'obscurité comme des couteaux aiguisés, illuminant brièvement les gouttes d'eau qui tombaient en cascade. À l'intérieur du véhicule, la famille Dupont voyageait en silence, épuisée après une longue journée de célébration du premier anniversaire du petit Théo. Marie, assise sur le siège passager, regardait anxieusement l'horloge du tableau de bord. « Charles, je pense que nous aurions dû rester chez mes parents. Il est très tard et cette pluie ne cesse pas. » Charles, les mains fermes sur le volant, répondit sans détourner les yeux de la route. « Ne t'inquiète pas, chérie. Nous sommes presque arrivés. De plus, Théo dort si bien en voiture. » Comme pour confirmer les paroles de son père, un doux ronflement venait du siège arrière, où le bébé dormait paisiblement dans son siège auto. Marie sourit, se retournant pour admirer son fils. Ses boucles dorées encadraient son visage angélique, et elle sentit une vague d'amour inonder son cœur. Soudain, une silhouette traversa la route. Charles appuya instinctivement sur le frein, faisant déraper la voiture sur la chaussée mouillée. Tout se passa en quelques secondes. Le véhicule tourna de manière incontrôlée, sortant de la route et faisant plusieurs tonneaux avant de s'arrêter, les roues en l'air, au bord d'un ravin. Le silence qui suivit fut brisé uniquement par le bruit de la pluie et, quelques instants plus tard, par les pleurs effrayés de Théo. Marie et Charles, inconscients, ne répondirent pas aux appels désespérés de leur fils. Non loin de là, Grand Argenté, le loup alpha imposant de la meute locale, patrouillait son territoire. Ses yeux dorés brillaient dans l'obscurité, attentifs aux moindres mouvements suspects. Le vent lui apporta une odeur étrange, un mélange de métal, de caoutchouc brûlé et de peur humaine. Intrigué et prudent, Grand Argenté avança en direction de l'odeur. À mesure qu'il s'approchait, les pleurs de Théo devenaient plus forts, résonnant à travers la forêt. Le loup s'arrêta au bord de la route, observant la scène de l'accident. Son instinct lui disait de fuir, de s'éloigner des humains. Mais quelque chose de plus fort le poussait à s'approcher. Avec des pas silencieux, Grand Argenté fit le tour de la voiture détruite. L'odeur de sang était forte, mais le son des pleurs de l'enfant attirait davantage son attention. En s'approchant de la fenêtre brisée, il vit Théo, encore attaché dans son siège auto, avec des larmes coulant sur son visage rouge. À ce moment-là, quelque chose changea à l'intérieur du loup. Un instinct protecteur, presque paternel, s'alluma dans son cœur. Avec précaution, utilisant ses dents acérées, Grand Argenté commença à travailler pour libérer le bébé des sangles du siège auto. Théo, en voyant le grand animal s'approcher, cessa de pleurer un instant, ses yeux bleus écarquillés de curiosité. Lorsqu'il réussit enfin à sortir le bébé de la voiture, Grand Argenté le tint doucement par ses vêtements, comme il l'aurait fait avec l'un de ses propres petits. Le loup hésita un moment, regardant Marie et Charles. Son instinct lui disait qu'ils avaient besoin d'aide, mais il savait aussi qu'il ne pouvait rien faire pour eux. Avec un dernier regard vers la voiture détruite, Grand Argenté se retourna et commença à marcher en direction de la forêt, emportant Théo avec lui. La pluie continuait de tomber, effaçant les traces laissées par le loup et sa précieuse charge. Tandis qu'il pénétrait dans l'obscurité de la forêt, Grand Argenté savait que sa vie, et celle de toute sa meute, étaient sur le point de changer à jamais. Théo, blotti contre la fourrure douce du loup, cessa de pleurer. Peut-être était-ce le mouvement rythmique de la marche, ou la chaleur réconfortante de l'animal, mais le bébé s'endormit bientôt, se sentant étrangement en sécurité, dans les bras improbables de son nouveau protecteur. La forêt environnante semblait observer en silence ce duo improbable, un prédateur féroce et sa charge humaine sans défense. Les arbres chuchotaient des secrets les uns aux autres, tandis que la lune, émergeant enfin de derrière les nuages de pluie, lançait une lueur argentée sur la fourrure du loup et les cheveux dorés du bébé. Grand Argenté avançait avec détermination, ses instincts le guidant vers le cœur de la forêt, où sa meute l'attendait. Il savait qu'il était sur le point de défier toutes les lois de la nature, toutes les limites entre les hommes et les animaux. Mais quelque chose en lui, une voix ancienne et sage, lui disait que c'était le bon chemin. À mesure qu'ils approchèrent du territoire de la meute, le loup commença à hurler. C'était un son long et mélodieux, un appel qui résonnait à travers la forêt,
annonçant son arrivée et préparant ses compagnons à ce qui allait venir. En réponse, d'autres hurlements s'élevèrent dans la nuit. La meute répondait, curieuse et appréhensive. Que leur chef ramenait-il avec lui? Quelle nouvelle aventure les attendait? Pendant ce temps, sur la route, les lumières d'une voiture de police perçaient enfin l'obscurité, s'approchant du lieu de l'accident. Le destin de Marie et Charles était encore incertain, tout comme l'avenir de Théo. Mais une chose était sûre. Cette nuit pluvieuse au cœur de la forêt de Pinsduval, une histoire extraordinaire ne faisait que commencer. Le hurlement de Grand Argenté résonnait à travers la forêt, annonçant son retour. La meute rassemblée dans la clairière qui leur servait de maison attendait avec impatience. Luna, la compagne de l'Alpha, fut la première à remarquer que quelque chose était différent. L'odeur que le vent apportait n'était pas familière, un mélange de lait, de talc et de quelque chose d'inévitablement humain. Lorsque Grand Argenté émergea enfin des ombres, portant Théo doucement entre ses dents, un silence stupéfait tomba sur le groupe. Les jeunes loups reculèrent instinctivement, tandis que les plus âgés échangèrent des regards de confusion et d'inquiétude. Luna s'approcha prudemment, ses yeux ambrés fixés sur le petit paquet que son compagnon déposait soigneusement au sol. Théo, réveillé par le mouvement, cligna des yeux avec sommeil en regardant le cercle de loups qui l'entourait. « Qu'as-tu fait » demanda Luna dans un grondement bas, sa voix mêlant incrédulité et inquiétude. Grand Argenté leva la tête, affrontant le regard de chaque membre de la meute. « Je l'ai sauvé » répondit-il simplement. « Il était seul, sans défense. Je ne pouvais pas le laisser derrière. » Un murmure parcourut le groupe. Ombre, un loup expérimenté et respecté, fit un pas en avant. « Mais c'est un petit humain » argumenta-t-il. « Il n'appartient pas à notre monde. Les humains viendront le chercher. »« Et s'ils viennent, nous y ferons face » répondit fermement Grand Argenté. « Mais pour l'instant, il a besoin de nous, de notre protection. » Tandis que les loups débattaient, Théo commença à geindre, probablement affamé et effrayé par cet environnement étrange. C'est à ce moment-là que quelque chose d'inattendu se produisit. Aurore, une jeune louve qui avait récemment perdu ses propres petits, s'approcha du bébé. Avec délicatesse, elle commença à lécher le visage de Théo, le nettoyant et le calmant, comme elle l'aurait fait avec l'un de ses propres petits. Le geste d'Aurore sembla briser la tension. Un à un, les autres loups s'approchèrent, reniflant curieusement le petit humain. Théo, de son côté, semblait étrangement à l'aise, ses yeux bleus observant les animaux avec plus de fascination que de peur. « Comment allons-nous le nourrir » demanda l'une nouvelle, une des jeunes louves de la meute. « Il ne peut pas manger ce que nous mangeons. » Grand Argenté regarda Luna, cherchant son soutien. Elle hésita un moment, puis hocha légèrement la tête. « Il y a un village non loin d'ici, dit-elle. Nous pouvons prendre ce dont il a besoin là-bas. » La suggestion fut accueillie avec surprise. Des loups volant de la nourriture aux humains pour nourrir un petit humain? C'était une idée presque absurde. Cependant, en observant Théo qui souriait maintenant et tentait d'attraper le museau d'Aurore avec ses petites mains potelées, quelque chose changea dans le cœur de la meute. « Nous ferons ce qu'il faut » déclara Grand Argenté. « Ce petit est maintenant une partie de notre famille. » Dans les semaines qui suivirent, la forêt de Pinsduval fut témoin d'une scène surréaliste. Les loups se relayaient pour s'occuper de Théo, le gardant au chaud pendant les nuits froides, veillant sur son sommeil pendant la journée. Aurore assuma le rôle de mère adoptive, ne quittant presque jamais le côté du bébé. Grand Argenté et quelques autres loups plus agiles faisèrent des incursions nocturnes dans le village voisin, revenant avec du lait, des fruits et même des couches. Les habitants du village étaient perplexes face à ces mystérieux vols, sans jamais soupçonner la véritable raison derrière eux. Théo, de son côté, semblait s'épanouir sous ces soins inhabituels. Son rire résonnait à travers la forêt, se mêlant aux hurlements des loups d'une manière qui semblait, d'une certaine façon, absolument naturelle. Il rampait dans la clairière, poursuivant des papillons et jouant avec les louveteaux comme s'il était l'un des leurs. Cependant, tout n'était pas que moment de joie. La nuit, lorsque la forêt devenait silencieuse, Grand Argenté se retrouvait souvent à penser à la famille de Théo. Il savait que quelque part, quelqu'un devait chercher désespérément ce petit humain. La culpabilité le rongeait, mais en même temps, l'instinct de protéger Théo était écrasant. Luna remarqua l'angoisse de son compagnon. Une nuit, alors qu'ils observaient Théo dormir paisiblement entre la fourrure douce d'Aurore, elle s'approcha de Grand Argenté. « Tu as fait ce qu'il fallait » murmura-t-elle. « Cette nuit-là, si tu n'avais pas agi, il n'aurait pas survécu. »
Grand Argenté hocha lentement la tête. Mais si sa vraie famille est encore là-bas? Et si nous le privons de son propre peuple? Luna regarda le bébé endormi, puis de nouveau son compagnon. Peut-être que nous le faisons. Mais en ce moment, nous sommes la famille dont il a besoin. Et qui sait, peut-être qu'il est celui qui peut construire un pont entre nos mondes. Les paroles de Luna résonnèrent dans l'esprit de Grand Argenté. Un pont entre les mondes. L'idée était à la fois effrayante et excitante. Quel genre d'avenir attendait ce petit humain élevé par des loups, et quel impact sa présence aurait-elle sur la meute et la forêt dans son ensemble? Alors que ces questions flottaient dans l'air, la vie dans la clairière continuait. Théo apprenait à hurler avec les loups, sa voix enfantine se mêlant au son de la forêt. Il observait attentivement comment les loups chassaient et communiquaient, absorbant instinctivement les leçons de la vie sauvage. À mesure que les jours se transformaient en semaines et les semaines en mois, il devenait clair que Théo n'était plus seulement un visiteur temporaire. Il était devenu une partie intégrante de la meute, aimé et protégé par chacun de ses membres. Cependant, loin de là, dans le village et les villes voisines, des affiches avec le visage d'un bébé disparu commençaient à apparaître. La recherche de Théo ne faisait que commencer, et bientôt, le monde des humains et le monde des loups allaient entrer en collision. Pour l'instant, cependant, dans la tranquillité de la clairière éclairée par la lune, Théo dormait sereinement, protégé par ses gardiens improbables, complètement inconscient de la tempête qui se formait autour de lui. La forêt de Pince-du-Val gardait son secret, attendant le moment propice pour révéler l'histoire extraordinaire du garçon loup. Le soleil venait à peine de se lever à l'horizon lorsque la cloche de l'église de Saint-Sébastien commença à sonner furieusement, réveillant les habitants du paisible village des Pins. Le père Antoine, essoufflé et les yeux écarquillés, criait à qui voulait l'entendre. « Venez tous, c'est un miracle, un signe divin !» Rapidement, une foule se forma autour de l'église. Parmi les curieux se trouvait Madame Zulma, la commère locale, toujours avide de nouvelles, Monsieur Jacques, le sceptique propriétaire de l'épicerie, et même le docteur Pierre, médecin du village, qui se mêlait rarement au remous. « Que se passe-t-il, père ?» demanda Madame Zulma, ajustant son châle sur ses épaules. Le père Antoine, encore essoufflé, pointa le sol de l'église. Là, à la stupéfaction de tous, se trouvèrent des empreintes de loup mélangées à des marques de mains et de genoux d'un petit enfant. « Impossible !» s'exclama le docteur Pierre, ajustant ses lunettes pour mieux examiner les marques. « C'est vrai !» insista le père. « Et il y a plus. L'autel, regardez l'autel !» La foule se pressa à l'entrée de l'église, allongeant le cou pour voir. Sur l'autel, il y avait une petite pile de fruits frais et un pot de lait à moitié vide. À côté, une couche propre et pliée. « Mais que signifie cela ?» demanda Monsieur Jacques, se grattant la tête chauve. Le père Antoine leva les mains vers le ciel. « C'est un signe, mes frères. Les loups, ils prennent soin d'un enfant. » Un murmure parcourut la foule. Certains riaient, trouvant l'idée absurde. D'autres chuchotaient, se rappelant des histoires anciennes sur des enfants élevés par des animaux. C'est alors que Marianne, une jeune enseignante récemment arrivée au village, fit un pas en avant. « Attendez un moment, » dit-elle, sa voix calme coupant le murmure de la foule. « Cela ne vous rappelle-t-il pas le cas du petit Théo, le bébé qui a disparu il y a presque 2 ans ?» Un silence lourd tomba sur la place. Le cas de la disparition de Théo avait ébranlé non seulement le village des Pins, mais toute la région. La recherche initiale avait été intense, mais avec le temps, beaucoup avaient perdu espoir. « Mais c'est de la folie !» s'exclama Madame Zulma. « Vous suggérez que le garçon est vivant et élevé par des loups? Ce ne serait pas la première fois dans l'histoire, » commenta le docteur Pierre pensif. « Il y a des cas documentés d'enfants élevés par des animaux sauvages. » Le père Antoine leva les mains, demandant le silence. « Mes chers, quoi qu'il se passe, il est clair que nous devons enquêter. S'il y a un enfant là-bas, nous devons le trouver et le ramener à la civilisation. » Les paroles du père allumèrent une étincelle d'espoir et de détermination dans le cœur des villageois. Bientôt, des plans commencèrent à être faits. Des équipes de recherche seraient organisées. Des cartes de la forêt seraient consultées et même des chasseurs expérimentés seraient convoqués. Pendant ce temps, au commissariat local, le sergent Olivier recevait un appel important. C'était de la capitale de l'État. « Sergent, » dit la voix de l'autre côté de la ligne, « nous avons reçu des informations sur des possibles observations d'un enfant dans la région des Pins du Val. Nous croyons que cela pourrait être lié à la disparition du petit Théo Dupont. » Le sergent Olivier sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale.
Il se souvenait bien de cette affaire. La nuit pluvieuse, l'accident sur la route, les parents blessés et le bébé qui avait simplement disparu sans laisser de traces. « Compris, monsieur, » répondit le sergent. « Je mobiliserai toutes nos forces. Nous allons retrouver cet enfant. » Alors que le village des Pins s'animait avec la nouvelle et les préparatifs pour la recherche, au plus profond de la forêt, la meute de Grand Argenté restait inconsciente de l'agitation. Théo, maintenant âgé de presque 3 ans, courait et jouait parmi les loups, son rire résonnant entre les arbres. Aurore, toujours vigilante, observait le garçon avec des yeux attentifs et aimants. Elle était devenue une véritable mère pour Théo, lui apprenant à survivre dans la forêt, à comprendre les sons et les odeurs de la nature. Grand Argenté, quant à lui, ressentait une inquiétude croissante. Ses instincts aiguisés l'alertaient d'un changement dans l'air. Quelque chose allait se produire. « Luna !» appela-t-il, se tournant vers sa compagne. « Nous devons être prêts. Je sens que les humains se rapprochent. » Luna acquiesça, comprenant la gravité de la situation. « Que ferons-nous, Grand Argenté? Nous ne pouvons pas permettre qu'ils emmènent Théo. Il fait partie de nous maintenant. » Le grand loup regarda le garçon qui, à ce moment-là, essayait de grimper sur le dos d'Ombre, le vieux loup qui avait initialement été sceptique quant à la présence de Théo. Maintenant, Ombre riait, ou l'équivalent lupin de cela, tandis que le garçon s'accrochait à sa fourrure. « Non, » répondit fermement Grand Argenté, « nous ne pouvons pas le laisser partir. Mais nous ne pouvons pas non plus nier ses origines. Nous devrons trouver un équilibre, un moyen de protéger Théo tout en lui permettant de connaître son propre peuple. » La décision de Grand Argenté était audacieuse et sans précédent. Jamais auparavant, une meute de loups n'avait tenté de créer un pont entre son monde et celui des humains. Mais alors, jamais auparavant un garçon humain n'était devenu une partie si intrinsèque d'une meute. Cette nuit-là, tandis que Théo dormait blotti entre Aurora et les autres loups, Grand Argenté réunit la meute pour discuter de l'avenir. Les opinions étaient divisées. Certains, comme Ombre, soutenaient qu'il devait emmener Théo plus profondément dans la forêt, loin de la portée des humains. D'autres, comme Luna, pensaient qu'il était temps pour Théo de connaître ses origines. La discussion se prolongea toute la nuit, des hurlements occasionnels résonnant dans la forêt, comme si la nature elle-même participait au débat sur le destin du garçon loup. Pendant ce temps, au village, les préparatifs pour la grande recherche étaient presque terminés. Les lanternes étaient vérifiées, les provisions emballées, et les cartes étudiées minutieusement. Le sergent Oliveira, debout devant le groupe de volontaires, donnait ses dernières recommandations. « Rappelez-vous, dit-il d'une voix grave, si vous trouvez l'enfant, ne faites pas de mouvements brusques. Il pourrait être effrayé et agir de manière imprévisible. Notre priorité est sa sécurité. » Tandis que le village se préparait à entrer dans la forêt et que la meute débattait de l'avenir de Théo, le garçon lui-même dormait paisiblement, inconscient de la tempête qui se formait autour de lui. Son monde était sur le point de changer radicalement. Mais pour l'instant, dans ses rêves, il courait librement dans la forêt, hurlant avec ses frères loups sous la lumière argentée de la lune. L'aube suivante apporta une épaisse brume enveloppant la forêt de Pinheiros do Vale. L'air était chargé d'attente, comme si la nature elle-même retenait son souffle, attendant de voir comment les événements allèrent se dérouler. Dans la clairière de la meute, Théo se réveilla avec les premiers rayons du soleil. S'étirant comme un louveteau, il se leva et regarda autour de lui, remarquant immédiatement que quelque chose était différent. Les loups s'étaient agités, se déplaçant d'un côté à l'autre, les oreilles dressées, attentifs à chaque son. « Que se passe-t-il » demanda Théo dans un mélange de langage humain et de grognements lupins qu'il avait développé au fil des années. Grand Argenté s'approcha, ses yeux dorés fixés sur l'horizon. « Des changements arrivent, petit », répondit le loup alpha. « Aujourd'hui, tu pourras voir d'autres comme toi. » Théo pencha la tête, confus. « D'autres comme moi, mais vous êtes comme moi. » Aurora, qui était à proximité, s'approcha et lécha affectueusement le visage du garçon. « Nous sommes ta famille, Théo. Mais il y en a d'autres là-bas qui te ressemblent davantage, ils arrivent. » Le cœur de Théo s'accéléra. Bien qu'il aimât sa famille lupine, il avait toujours eu une curiosité latente sur ses origines. Parfois, dans ses rêves, il voyait des visages humains qu'il ne pouvait reconnaître, entendait des voix qui semblaient familières, mais qu'il ne pouvait comprendre. Pendant ce temps, à la lisière de la forêt, l'équipe de recherche du village de Pinheiros se préparait à entrer dans les bois. Le sergent Oliveira, à la tête du groupe, donnait les dernières instructions. « Rappelez-vous, nous cherchons un enfant qui pourrait être effrayé et désorienté.
gardaient les yeux ouverts pour tout signe, empreintes, vêtements déchirés, tout ce qui semble anormal. Parmi les volontaires se trouvait Mariana, la jeune enseignante. Elle portait avec elle non seulement des provisions, mais aussi un petit ours en peluche et quelques livres pour enfants. « Si nous trouvons le garçon, pensait-elle, nous aurons besoin de quelque chose pour le calmer et gagner sa confiance. » À mesure que le groupe avançait dans la forêt, la tension était palpable. Des branches craquaient sous leurs pieds, des oiseaux prenaient leur envol effrayés et de temps en temps des sons lointains qui ressemblaient à des hurlements résonnaient entre les arbres. De retour dans la clairière, Grand Argenté rassembla la meute. « Le moment est venu, annonça-t-il. Les humains s'approchent. Nous ne pouvons plus retarder l'inévitable. » Luna, toujours la voix de la raison, demanda « Et s'ils essayent d'emmener Théo de force ?» Grand Argenté regarda le garçon qui, à ce moment-là, jouait distraitement avec quelques louveteaux. « Nous ne permettrons pas cela, répondit-il fermement, mais nous ne pouvons pas non plus lui refuser la chance de connaître ses origines. Nous observerons et n'interviendrons que si nécessaire. » Avec un hurlement doux, Grand Argenté donna le signal. La meute commença à se déplacer, guidant Théo vers l'endroit où les humains s'approchaient. Le garçon, sentant la gravité du moment, suivit en silence, sa petite main agrippée à la fourrure d'Aurora. La rencontre eut lieu dans une petite clairière baignée par la lumière du soleil matinal. Le groupe de recherche émergea des arbres, essoufflé et fatigué après des heures de marche. Et là, de l'autre côté, se trouvait Théo, entouré de ses protecteurs lupins. Pendant un moment, le temps sembla se figer. Humains et loups se regardèrent, personne n'osant faire un mouvement. Théo, les yeux écarquillés, observait ces créatures si semblables à lui, mais en même temps si étranges. Ce fut Mariana qui brisa le silence. Faisant un pas en avant, elle s'agenouilla, se mettant à la hauteur des yeux de Théo. D'une voix douce, elle appela « Bonjour petit, n'aie pas peur, nous sommes venus t'aider. » Théo pencha la tête, curieux. Les mots étaient familiers, des échos lointains d'une vie dont il se souvenait à peine. Hésitant, il fit un pas en avant, mais Aurora le retint doucement avec ses dents, le tirant en arrière. Le sergent Oliveira, voyant la scène, murmura à ses hommes « Ne bougez pas. Laissez l'institutrice s'en occuper. » Mariana, percevant la peur dans les yeux du garçon, eut une idée. Lentement, elle sortit l'ours en peluche de son sac à dos et le posa sur le sol, le poussant doucement en direction de Théo. Le jouet doux attira l'attention du garçon. Avec prudence, il s'approcha, toujours sous le regard attentif des loups. Quand il atteignit enfin l'ours, Théo le prit, l'examinant avec curiosité. Un sourire timide se forma sur ses lèvres. Encouragée, Mariana continua. « Tu vois, nous ne voulons pas te faire de mal, nous voulons juste t'aider. Il y a des gens qui te manquent, qui t'aiment beaucoup. » Théo regarda Grand Argenté, comme pour demander la permission. Le loup alpha fit un pas en avant, se plaçant à côté du garçon. À la surprise de tous, il s'assit, indiquant qu'il n'y avait pas de menace immédiate. Lentement, la tension commença à se dissiper. Théo, toujours tenant l'ours en peluche, fit quelques pas de plus vers Mariana. La jeune enseignante tendit la main, et après un moment d'hésitation, le garçon la toucha. Ce fut un moment de connexion profonde. Humain et nature, civilisation et sauvagerie, se rencontrant en un point d'équilibre délicat. Des larmes silencieuses coulèrent sur le visage de Mariana, tandis que Théo la regardait avec une mixture de curiosité et de reconnaissance. Le sergent Oliveira, voyant que la situation était sous contrôle, s'approcha lentement. « Nous devons le ramener, » dit-il d'une voix basse. « Ses parents, ils ont survécu à l'accident. Ils l'attendent depuis si longtemps. » En entendant la mention de ses parents, quelque chose s'éveilla dans la mémoire de Théo. Des images fugaces de visages souriants, le son d'une berceuse, l'odeur d'un câlin affectueux. Il regarda Aurora et Grand Argenté, ses protecteurs, sa famille dans la forêt. Puis de nouveau vers Mariana et les autres humains. Grand Argenté, comprenant que c'était un moment crucial, s'approcha de Théo. Avec une touche douce de son museau, il poussa le garçon doucement vers les humains. C'était un geste d'adieu, mais aussi de bénédiction. Théo, les larmes aux yeux, embrassa le cou de Grand Argenté, puis celui d'Aurora. « Je reviendrai, » promit-il dans son langage mixte. « Vous serez toujours ma famille. » Avec des pas hésitants, Théo marcha vers Mariana qui l'accueillit avec un câlin chaleureux. Le groupe de recherche observait en silence, émerveillé par la scène qui se déroulait devant eux. Tandis que le soleil montait dans le ciel, illuminant la clairière, humains et loups restèrent là,
témoin d'un moment unique dans l'histoire. Deux mondes qui s'étaient longtemps séparés, maintenant réunis par l'amour d'un garçon et la compassion d'une meute. Le retour au village ne serait que le début d'un nouveau voyage. Il y avait beaucoup à apprendre, de nombreux ponts à construire. Mais à cet instant, dans la forêt de Pinheiros do Vale, une nouvelle ère de compréhension et de respect mutuel était née. Le chemin de retour à la Vila dos Pinheiros fut une aventure de découverte pour Théo. Chaque pas l'éloignait de la vie qu'il connaissait et le rapprochait d'un monde qui, bien qu'étant le sien par naissance, lui semblait complètement étranger. Mariana marchait à ses côtés, tenant doucement sa main tandis que le reste du groupe de recherche les entourait dans un cercle protecteur. Théo regardait tout avec des yeux écarquillés de curiosité. Les vêtements colorés des humains, si différents des fourrures des loups, les objets qu'il portait, sac à dos, lanterne, cartes, étaient complètement nouveaux pour lui. De temps en temps, il s'arrêtait, pointait quelque chose et émettait un mélange de sons humains et lupins, essayant de poser des questions sur ce qu'il voyait. Mariana, avec une patience infinie, expliquait tout. « Ceci est une boussole, Théo. Elle nous aide à trouver notre chemin dans la forêt. » Ou « Ce bruit, c'est un téléphone portable. Les gens l'utilisent pour communiquer à distance. » Le sergent Oliveira, observant l'interaction, ne pouvait s'empêcher de s'émerveiller. « C'est incroyable comment il a survécu toutes ces années, » commenta-t-il à l'un des volontaires. « Cela va être un défi de taille de le réintégrer dans la société. » À mesure qu'ils approchèrent de la lisière de la forêt, Théo devenait de plus en plus agité. Les bruits et les odeurs de la civilisation, des voitures au loin, la fumée des cheminées, le terrifiaient. Il s'arrêta, refusant de faire un pas de plus, ses yeux cherchant le chemin de retour vers la sécurité de la forêt. Mariana, percevant sa peur, s'agenouilla devant lui. « Tout va bien, Théo, » dit-elle doucement. « Je sais que c'est effrayant, mais je te promets que je serai avec toi tout le temps. Et souviens-toi, ta famille t'attend. » La mention de la famille fit hésiter Théo. Des souvenirs vagues de visages souriants et de voix aimantes flottaient dans son esprit. Lentement, il acquiesça et recommença à marcher, s'agrippant à l'ours en peluche comme à un talisman. Quand ils émergèrent enfin de la forêt, une foule les attendait. Les habitants du village, des journalistes des villes voisines, tous impatients de voir le garçon loup de leurs propres yeux. Les flashs des caméras crépitaient, les voix s'élevaient en un chœur d'exclamations et de questions. Théo, effrayé par l'agitation, se cacha derrière Mariana, tremblant. Le sergent Oliveira, voyant la panique du garçon, prit rapidement le contrôle de la situation. « Reculez tous !» ordonna-t-il d'une voix ferme. « Laissez de l'espace au garçon. Il a besoin de calme et de tranquillité maintenant. » La foule recula à contre-cœur, ouvrant un chemin pour que le groupe passe. Mariana, toujours tenant la main de Théo, le guida doucement vers une ambulance qui attendait à proximité. « Nous allons faire un bilan de santé rapide, » expliqua-t-elle. « Les médecins veulent juste s'assurer que tu es en bonne santé. » À l'intérieur de l'ambulance, le docteur Pedro attendait. Avec des mouvements lents et en expliquant chaque action, il commença à examiner Théo. À la surprise de tous, le garçon était en excellente santé. Son corps était mince mais musclé, preuve d'une vie active dans la forêt. Sa essence, en particulier l'ouïe et l'odorat, semblait extraordinairement développée. « C'est fascinant », murmura le docteur Pedro en prenant des notes. « Il s'est parfaitement adapté à la vie sauvage. Cela va être un cas d'étude incroyable pour la science. » Mariana fronça les sourcils en entendant cela. « Ce n'est pas une expérience, docteur. C'est un garçon qui a besoin d'amour et de soins. » Pendant que l'examen se poursuivait, une agitation à l'extérieur attira l'attention de tous. Une voiture était arrivée et en sortait un homme et une femme, tous deux avec des expressions d'anxiété et d'espoir sur leurs visages. Le sergent Oliveira les reconnut immédiatement. « Ce sont les parents de Théo », annonça-t-il. « Marina et Carlos Silva. » Mariana sentit son cœur s'accélérer. Ce serait le moment de vérité, la réunion que tout le monde attendait depuis si longtemps. Avec précaution, elle se tourna vers Théo. « Il y a des personnes très spéciales ici pour te voir, » dit-elle doucement. « Veux-tu les rencontrer ?» Théo, toujours agrippé à son ours en peluche, acquiesça timidement. Mariana l'aida à descendre de l'ambulance et ensemble, ils marchèrent vers le couple qui attendait avec impatience. Marina fut la première à bouger. Les larmes aux yeux, elle s'agenouilla, se mettant à la hauteur des yeux de Théo. « Mon fils » murmura-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. « Mon petit miracle !» Théo la regarda, ses yeux bleus écarquillés. Quelque chose dans cette voix, dans cette odeur, éveilla des souvenirs profondément enfouis.
Lentement, presque hésitant, il tendit la main et toucha le visage de Marina. « Maman !» Le mot sortit comme un murmure, à moitié humain, à moitié grognement. Ce fut comme si un barrage avait cédé. Marina tira Théo dans ses bras, sanglotant de joie. Carlos les rejoignit, enveloppant sa famille retrouvée dans ses bras forts. La scène émut tous les présents. Mariana essuya une larme, ressentant un mélange de joie pour la réunion et une pointe de tristesse, sachant que son rôle dans la vie de Théo touchait à sa fin. Mais alors, à sa surprise, Théo se tourna vers elle, tendant la main. Il voulait qu'elle se joigne à l'étreinte familiale. Avec un sourire ému, Mariana s'approcha, étant accueillie par Marina et Carlos. « Merci », murmura Marina. « Merci de nous avoir ramené notre fils. » Tandis que la famille se reconnectait, le sergent Oliveira s'approcha du docteur Pedro. « Et maintenant ?» demanda-t-il. « Comment allons-nous aider ce garçon à se réadapter ?» Le médecin secoua la tête, pensif. Cela va être un processus long et délicat. Il aura besoin de thérapie, d'éducation spéciale, de beaucoup d'amour et de patience. Mais en regardant cette scène, il fit un geste en direction de la famille enlacée. « J'ai espoir que tout ira bien. » À mesure que le soleil commençait à se coucher, projetant des tons dorés sur la villa dos Pinheiros, une nouvelle phase commençait dans la vie de Théo. Le garçon loup était revenu à la civilisation, mais les leçons et l'amour qu'il avait reçus dans la forêt resteraient à jamais gravés dans son cœur. Cette nuit-là, tandis que Théo s'endormait dans un lit pour la première fois depuis des années, bercé par l'amour de ses parents et toujours agrippé à son ours en peluche, un hurlement lointain résonna depuis la forêt. C'était Grand Argenté, disant adieu et bonne chance à son petit humain. Le voyage de Théo était loin d'être terminé. Il y aurait des défis, des ajustements et des découvertes à venir. Mais avec l'amour de deux familles, l'une humaine et l'autre lupine, guidant son chemin, l'avenir semblait brillant et plein de possibilités. Les mois qui suivirent le retour de Théo furent une montagne russe d'émotions et de défis pour tous les concernés. Le village de Pinheiros, autrefois un endroit tranquille et oublié sur la carte, était devenu le centre d'attention des médias et de la communauté scientifique. Des journalistes, des psychologues et des anthropologues de tout le pays convergeaient vers la petite ville, impatients de connaître et d'étudier le fascinant cas du garçon loup. Marina et Carlos Silva, déterminés à protéger leur fils retrouvé, décidèrent de déménager dans une maison en périphérie du village, près de la forêt. C'était une tentative de créer un environnement à la fois sûr et familier pour Théo. « Nous voulons qu'il ait le meilleur des deux mondes », expliqua Marina à Mariana, qui était devenue une présence constante et réconfortante dans la vie de la famille. « Nous ne pouvons pas nier ses racines dans la forêt, mais nous devons aussi l'aider à s'adapter à la vie parmi les humains. » La maison des Silva devint rapidement un hybride curieux de foyer humain et d'habitat naturel. Le jardin fut transformé en une mini-forêt, avec des arbres, des buissons et même une petite grotte artificielle où Théo pouvait se réfugier lorsqu'il se sentait accablé. À l'intérieur de la maison, des objets modernes coexistaient avec des éléments naturels, créant un environnement unique et accueillant. Théo, quant à lui, affrontait quotidiennement le défi de naviguer entre deux mondes. Ses premières semaines furent marquées par des moments de confusion et de frustration. Il trouvait la nourriture cuite étrange, préférait dormir par terre plutôt que dans un lit moelleux et était souvent trouvé en train de renifler l'air ou de hurler à la lune. Mariana, qui s'était proposée comme tutrice particulière pour Théo, faisait face au défi de lui enseigner non seulement à lire et à écrire, mais aussi les coutumes et comportements de base de la société humaine. « Théo, tu te souviens, on utilise des couverts pour manger, pas les mains », expliquait-elle patiemment lors d'un des repas. Le garçon regarda la fourchette dans sa main, puis l'assiette de nourriture, et enfin Mariana. Avec un sourire espiègle, il posa le couvert et plongea ses mains dans la nourriture, riant de l'expression surprise de sa tutrice. Carlos, observant la scène, ne put s'empêcher de rire. « Eh bien, au moins, il s'amuse », commenta-t-il en aidant à nettoyer le désordre. Malgré les défis, Théo faisait des progrès remarquables. Sa capacité d'apprentissage était extraordinaire, comme si son cerveau était avide de connaissances. En quelques mois, il pouvait déjà communiquer en phrases simples, lire des mots de base et montrait une curiosité insatiable pour le monde qui l'entourait. Cependant, il y avait des moments où la nostalgie de sa vie dans la forêt le submergeait. Lors de nuits particulièrement difficiles, Théo s'échappait dans le jardin, où il passait des heures à regarder la forêt lointaine, hurlant doucement.
C'est lors de l'une de ces nuits que Marina eut une idée. « Et si nous organisions des visites régulières à la forêt ?» suggéra-t-elle à Carlos. « Peut-être que cela aidera Théo à maintenir un lien avec son passé sans se sentir complètement arraché. » La suggestion fut reçue avec enthousiasme non seulement par Théo, mais aussi par les autorités locales. Le sergent Oliveira y vit une opportunité d'étudier et de mieux protéger la faune locale, notamment la meute de Grão de Prata. Ainsi, une fois par semaine, Théo, accompagné de ses parents, de Mariana et d'une petite équipe de biologistes, pénétrait dans la forêt de Pinheiros do Vale. Ces expéditions devinrent rapidement le point culminant de la semaine pour le garçon. Lors de l'une de ces visites, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Alors que le groupe marchait sur un sentier familier, Théo s'arrêta soudainement, son corps tendu et alerte. Avant que quelqu'un ne puisse réagir, il poussa un long hurlement mélodieux. Pendant un moment, il n'y eut que le silence. Puis, en réponse, une série de hurlements retentit au loin. Le visage de Théo s'illumina d'un sourire radieux. « Famille », dit-il simplement, pointant en direction des sons. À la grande surprise de tous, des figures familières émergèrent de la végétation. Grão de Prata, Luna, Aurora et d'autres membres de la meute. Ils maintinrent une distance respectueuse du groupe humain, mais leurs yeux étaient fixés sur Théo. Le garçon regarda ses parents, une question silencieuse dans ses yeux. Marina, les larmes aux yeux, acquiesça. « Va », murmura-t-elle, « mais reviens-nous. » Avec un cri de joie, Théo courut vers les loups. Ce qui suivit fut une scène qui laissa tous les présents émus. Théo jouant, roulant et parlant avec les loups, comme s'il n'était jamais parti. Mariana, observant la scène, sentit un nœud dans sa gorge. « C'est incroyable », murmura-t-elle. « C'est comme s'il était le pont vivant entre nos mondes. » Carlos serra Marina dans ses bras, tous deux regardant leur fils interagir avec son autre famille. « Peut-être est-ce exactement ce qu'il est ?» répondit-il. « Un ambassadeur entre les humains et la nature. » Cette rencontre marqua un tournant dans l'adaptation de Théo. À partir de ce jour, il sembla trouver un équilibre entre ces deux mondes. À l'école, qu'il commença à fréquenter à mi-temps, il fascinait ses camarades avec ses histoires sur la vie dans la forêt. À la maison, il alternait entre jouer avec des jeux électroniques et passer des heures à observer les oiseaux dans le jardin. À mesure que les mois se transformaient en années, Théo grandissait en tant que jeune homme extraordinaire. Son amour pour la nature le conduisit à devenir un ardent défenseur de l'environnement. Ses compétences uniques, sens aiguisé, compréhension profonde du comportement animal, firent de lui un allié précieux dans les projets de conservation. L'histoire du garçon loup de Pinheiros do Vale inspirait des gens à travers le monde. Des livres furent écrits, des documentaires furent réalisés, et le petit village devint un modèle de coexistence harmonieuse entre les humains et la nature. Mais pour Théo, la véritable magie résidait dans les moments simples. Les nuits passées dans le jardin avec ses parents, à regarder les étoiles et écouter les sons lointains de la forêt. Les visites hebdomadaires à sa famille lupine, les longues conversations avec Mariana sur les mystères du monde humain et naturel. Dans son cœur, Théo savait qu'il était plus qu'un simple garçon, plus qu'un simple loup. Il était la preuve vivante que l'amour, la compassion et la compréhension pouvaient transcender les barrières entre les espèces, entre les mondes. Et tandis qu'il marchait dans la vie avec un pied dans chaque monde, il portait avec lui l'espoir d'un avenir où les humains et la nature pourraient coexister en harmonie. La lune pleine brillait sur Pinheiros do Vale, et à la lisière de la forêt, un hurlement solitaire résonnait, non pas de tristesse ou de solitude, mais de joie et d'appartenance. Théo, le garçon loup, était chez lui. Dans ces deux foyers, les mois qui suivirent furent une période de transition et d'adaptation continue pour Théo et sa famille. La vie dans la maison en périphérie du village, avec son mélange unique d'éléments naturels et modernes, devint un symbole de l'harmonie entre les deux mondes auxquels Théo appartenait. Les visites hebdomadaires à la forêt de Pinheiros do Vale restaient un moment sacré pour lui, un lien vital avec sa famille lupine. Théo, maintenant âgé de 10 ans, avait développé une routine qui intégrait les aspects de sa vie humaine et de sa vie de loup. Il fréquentait l'école de la ville à mi-temps, où il se montrait curieux et avide d'apprendre. Ses camarades de classe, au début intrigués par ses manières inhabituelles, avaient appris à l'accepter et à l'apprécier pour sa gentillesse et son intelligence. Théo partageait avec eux des histoires de la forêt, captivant leur imagination avec des récits de ses aventures avec les loups.
Mariana, qui continuait à jouer un rôle important dans l'éducation de Théo, remarquait ses progrès constants. « Il a une soif de connaissance incroyable », disait-elle souvent à Marina et Carlos. « Chaque jour, il s'ouvre un peu plus au monde humain, tout en gardant une profonde connexion avec la nature. » Cependant, malgré ses progrès, Théo avait encore des moments de lutte intérieure. Les bruits forts et les foules nombreuses le rendaient nerveux, et il préférait souvent passer du temps à l'extérieur, en communion avec la nature. Ses sens aiguisés, hérités de sa vie parmi les loups, lui permettaient de percevoir des choses que les autres ne pouvaient pas, ce qui pouvait être à la fois un don et un fardeau. Un jour, alors qu'il se promenait seul dans le jardin, Théo sentit une présence familière. Levant les yeux, il aperçut Grão de Prata et Luna à la lisière de la forêt. Les deux loups l'observaient avec une intensité calme, comme pour lui rappeler qu'ils étaient toujours là, veillant sur lui. Théo courut vers eux, s'arrêtant juste avant de pénétrer dans la forêt. « Je vous ai manqué », dit-il en langue lupine, une compétence qu'il n'avait jamais perdue. Grão de Prata s'approcha et posa son museau contre le front de Théo, un geste de réconfort et d'affection. « Tu as grandi, petit », dit le vieux loup. « Nous sommes fiers de toi. » Luna, toujours attentive, observa les alentours avant de parler. « Nous avons entendu parler de tes progrès parmi les humains. Tu fais honneur à ta famille humaine et à ta famille lupine. » Ces visites occasionnelles de Grão de Prata et Luna apportaient à Théo un sentiment de paix et de continuité. Il savait qu'il avait un pied dans chaque monde, et cela lui donnait la force de continuer à naviguer entre eux. En grandissant, Théo commença à envisager son avenir. Inspiré par ses expériences et par les leçons de vie qu'il avait apprises des deux côtés, il développa une passion pour la conservation de la nature. Avec l'aide de Mariana, il se plongea dans l'étude de la biologie, de l'écologie et des sciences environnementales. « Je veux faire une différence », confia-t-il un jour à Mariana. « Je veux protéger la forêt et tous les êtres vivants qui y habitent. Je veux que les gens comprennent que nous faisons tous partie d'un même écosystème. » Mariana, émue par la détermination de Théo, l'encouragea à poursuivre ses rêves. « Tu as déjà accompli tant de choses, Théo. Avec ta passion et ta détermination, je suis certaine que tu peux accomplir encore plus. » À l'âge de 15 ans, Théo organisa sa première grande initiative de conservation. Avec le soutien de ses parents, de Mariana et de la communauté locale, il lança un projet de reforestation visant à restaurer des zones de la forêt de Pinheiros do Vale qui avaient été endommagées par des activités humaines. Le projet attira l'attention des médias et des organisations environnementales à travers le pays. Théo devint un symbole de l'harmonie entre les humains et la nature, inspirant d'autres jeunes à s'engager pour la protection de l'environnement. Les années passèrent, et Théo, maintenant âgé de 18 ans, était prêt à faire un pas de plus dans sa mission. Il décida de fonder une organisation dédiée à la conservation de la nature et à la promotion de la coexistence pacifique entre les humains et les animaux. Avec l'aide de Mariana, il créa la fondation Pinheiros do Vale. La fondation devint rapidement un modèle de réussite, mettant en œuvre des projets de conservation, organisant des programmes éducatifs et travaillant en étroite collaboration avec les communautés locales pour promouvoir des pratiques durables. Lors de l'inauguration officielle de la fondation, Théo prononça un discours émouvant. « Je suis né humain, mais j'ai été élevé par des loups », dit-il à l'Assemblée. « J'ai appris que l'amour, la compassion et la compréhension peuvent transcender les barrières entre les espèces. Nous devons protéger notre planète, car en la protégeant, nous nous protégeons nous-mêmes. » Le discours de Théo fut accueilli par des applaudissements chaleureux, mais aussi par les hurlements de Grão de Prata et de sa meute qui avaient assisté à l'événement depuis la lisière de la forêt. Les années suivantes furent marquées par de nombreux succès pour la Fondation. Théo continua à travailler sans relâche pour la protection de l'environnement, inspirant des générations de jeunes à suivre son exemple. Sa double identité, à la fois humaine et lupine, lui donna une perspective unique et précieuse sur le monde naturel. À 25 ans, Théo reçut une reconnaissance internationale pour ses efforts en matière de conservation. Il fut invité à parler lors de conférences mondiales, partageant son histoire et sa vision d'un avenir où les humains et la nature coexisteraient en harmonie. Malgré ses succès et sa notoriété, Théo resta humble et profondément connecté à ses racines. Il continuait à rendre visite à sa famille lupine, trouvant du réconfort et de la sagesse dans leur présence. Grão de Prata, maintenant très âgé, voyait en Théo l'accomplissement de leur rêve commun,
Tu as fait ce que nous avions toujours espéré, lui dit un jour le vieux loup. Tu as créé un pont entre nos mondes. Tu as montré que nous pouvons vivre ensemble en paix. Théo, ému par les mots de son mentor, répondit avec gratitude. C'est grâce à vous, Grain-Haut de Prata. Vous m'avez appris à aimer et à respecter la nature. Vous m'avez donné la force de poursuivre ce rêve. La vie de Théo était un témoignage vivant de la puissance de l'amour, de la compassion et de la compréhension. Il avait surmonté les barrières entre les espèces et avait trouvé une manière de vivre en harmonie avec le monde naturel. Alors qu'il regardait la lune pleine briller sur Pinheiros d'Oval, entouré de sa famille humaine et lupine, Théo savait que son voyage était loin d'être terminé. Il y aurait toujours des défis à relever et des découvertes à faire. Mais avec l'amour et le soutien de ses deux familles, il était prêt à affronter l'avenir avec espoir et détermination. Et ainsi, sous le clair de lune, avec le murmure des arbres et les hurlements des loups comme toile de fond, l'histoire extraordinaire de Théo, le garçon qui appartenait à deux mondes et qui les avait unis avec son cœur, continuait à inspirer et à éclairer le chemin vers un avenir plus harmonieux pour tous.